If I may ask our speakers, Mr. Mauro is the first answering. Merci, Monsieur le Président. Je vais m'efforcer de répondre à toutes les questions, en commençant du reste par celles qui m'ont été posées, si j'ai bien compris, par mon confrère Ben Ayes, que je remercie et à qui je voudrais dire que j'ai avec lui un point d'accord, un gros point d'accord, et peut-être deux points de vue différents. Le point d'accord, c'est qu'il a raison de poser la question, tout à fait raison de poser la question de l'échec du programme sur la recherche de sécurité. Il faut enfin que nous apprenions de nos erreurs. Lorsque j'ai dû rédiger un rapport pour votre Parlement en 2016 sur le futur de la recherche de défense, je suis effectivement allé voir, je me suis empressé, c'était une des premières choses que j'ai faites, d'aller voir les responsables de ce programme et je leur ai demandé pourquoi ça ne marchait pas de l'avis unanime de tous. La réponse est qu'ils faisaient beaucoup de recherches, mais qu'à la fin, ces recherches n'intéressaient pas les États membres, parce que les États membres n'avaient pas été dans la boucle, ce qui commence un petit peu à répondre à la réponse de Madame le rapporteur. Donc la raison, effectivement, pour laquelle le programme de recherche de sécurité a été un échec, c'est que cette recherche n'a pas été orientée. Et c'est précisément ce que je me suis efforcé de faire passer comme message aujourd'hui devant vous, c'est que la recherche de défense est orientée. Faire de la défense et faire de l'industrie, de la défense, ce sont deux sports différents, aussi différents que le football et le rugby. Si vous faites de la recherche de défense dans le but de faire des emplois, dans le but de rapporter du bacon home, comme je disais tout à l'heure, etc., ne le faites pas. Parce que vous allez aggraver les difficultés de la situation et du marché de défense, qui est déjà suffisamment fragmenté comme ça. Donc, il est vital, il est crucial que vous vous ancriez sur les plans de développement capacitaire. Et si vous avez un rôle à jouer, c'est bien celui de forcer à la fois les institutions européennes, je pense en particulier à la HRVP, d'écrire un livre blanc, de traduire en objectifs militaires les objectifs politiques. Quel type d'opération voulez-vous mener? Parce qu'on ne fait pas la guerre dans le Sahel comme on défend les marges orientales de l'Europe face aux Russes, comme on ne fait pas de la cyberguerre avec les Chinois ou de la protection du terrorisme à l'intérieur de nos frontières. Voilà. Les deux points de désaccord que j'aurais peut-être, enfin de moindre accord, c'est d'une part sur le rôle du Parlement et du gouvernement, et d'autre part sur le thème de compétitivité. Sur le rôle du Parlement et du gouvernement, M. Galler l'a rapporté, je crois que l'histoire retiendra que la première fois que le mot de militaire a été mis au bout d'une ligne de crédit du Parlement européen, c'est à l'initiative d'un parlementaire. C'était le projet pilote qui a été porté par M. Galler. Voilà. Les États membres ne veulent pas, ils ne sont réticents à ça. Donc il ne faut pas dire qu'on fait ça parce qu'on veut faire plaisir aux États membres. Non, les États membres ne veulent surtout pas que l'Union s'en mêle. Ils préfèrent charbonnier, mettre chez soi, garder la barre sur le gouvernail. Sur l'idée de la compétition, etc., et de l'approche anglo-saxonne, je voudrais une fois pour toutes tordre le cou à cette idée ridicule que on achète ou on produit des équipements de défense comme on produirait des voitures de luxe ou des savonnettes. Enfin, tout de même, on ne va pas acheter un sous-marin nucléaire ou pas nucléaire du reste, comme on va acheter une Jaguar. C'est vrai qu'il y a des segments de l'industrie de défense qui peuvent être soumis tout à fait à la compétition, s'il s'agit d'acheter les chaussettes des soldats ou les casques qui les équipent, très bien, ou même pourquoi pas les tanks, mais les camions plutôt. Mais pour le reste, c'est quand même une industrie particulière qui n'a de raison d'être que parce que l'État le demande. Enfin, on ne va pas se mettre à fabriquer des avions de combat comme ça pour le plaisir de les vendre à l'export. Enfin, ça n'existe pas. D'abord, vous n'aurez pas les autorisations. Et c'est légitime. L'acte d'achat et l'acte de vente est un acte politique. Si vous vendez des armes à un État, vous le soutenez. Si vous achetez des armes à un État, vous vous placez dans sa dépendance. Ce qui m'amène justement à la troisième question, qui est le rôle respectif du Parlement et de la Commission, Madame le rapporteur. C'est difficile parce qu'il y a là deux initiatives concurrentes. Enfin, concurrentes, pas au sens en compétition, mais deux initiatives distinctes. La PESCO, qui est du domaine intergouvernemental, exclusivement du domaine intergouvernemental,
Et puis, le Fonds européen de défense que vous venez de lancer. Et quel doit être le rôle de ces deux initiatives, les unes par rapport aux autres, qui va conditionner le rôle des institutions? Mon avis est qu'elles doivent être concurrentes. C'est-à-dire que, précisément, vous devez vous efforcer de concourir au succès de la PESCO. PESCO qui elle-même n'est qu'un instrument. Je me permets de faire très très rapidement une petite leçon de choses. C'est quoi la PESCO? La PESCO, c'est un processus. C'est le processus qui doit permettre à l'Union européenne d'obtenir je cite, c'est les traités, une capacité autonome reposant sur des moyens militaires et civils, lui permettant de gérer des crises hors du voisinage de l'Union. C'est l'article 42.1 du traité sur l'Union européenne. C'est ça le but du jeu. C'est ça. Donc vous devez essayer de vous efforcer à concourir à cet objectif, chacun restant à sa place, mais vous avez un rôle déterminant à jouer précisément parce que vous êtes, la Commission et vous, les seules institutions à prendre vos décisions à la majorité, et que si vous ne le faites pas, les États membres ne le feront pas. Ils feront ce qu'ils ont fait dans le lancement de la PESCO. Enfin, excusez-moi, mais sur les 40 projets de la PESCO initiaux, il faut quand même savoir qu'il n'y en avait que 4 qui impliquait plus de 2 États. Ce qui veut dire que chacun regarde midi à sa porte, chacun essaye de regarder son nombril et de voir ce dont il a besoin. Voilà. Il n'y a pas d'intérêt général européen. Et le seul projet qui intéresse 27 États membres est celui sur le Schengen de la défense, et du reste un projet qui concerne l'OTAN et pas la PSDC. C'est un problème. Bon. À M. Kodicek, sur le but du programme, votre compas, votre nord magnétique, ça doit être l'autonomie stratégique. C'est du reste ce qui est écrit dans l'exposé des motifs de la proposition de règlement faite par la Commission et que vous allez, si j'ai bien compris, vous efforcer de renforcer au travers d'amendements très bienvenus, comme s'efforcera de le faire, si j'ai bien compris également, le Conseil. C'est une très bonne chose. L'autonomie stratégique. C'est quoi l'autonomie stratégique? Très simplement, dans des termes que tout le monde soit capable de comprendre, c'est la capacité de mener la guerre tout seul. C'est un mot valise. Parce que la vraie question, c'est quelle guerre? Quelle guerre? Bon, cette autonomie stratégique, elle a 3 composantes. Elle a une composante politique, qui est la capacité de prendre des décisions et de les exécuter. Une composante opérationnelle, qui est évidemment de disposer des forces en rapport avec les missions que vous vous fixez. Et puis, troisièmement, une composante industrielle. Il y a une composante industrielle dans l'autonomie stratégique. Si vous dépendez des autres pour faire la guerre, alors vous n'êtes plus autonome. Vous êtes dépendant. Voilà. Où investir l'argent? Eh bien, il faut l'investir là où l'effet de levier sera le maximum. J'ai conduit pour le compte de la Commission une étude préparatoire qui n'est pas publique sur les secteurs où on pourrait investir en ayant le maximum d'effet de levier. Je ne trahis rien puisque le schéma est dans le Working Staff Document de la Commission. À mon avis, là où vous obtiendrez le maximum d'effets de levier, ce sont sur des programmes qui conjuguent à la fois qui ont un coût très important, et qui aussi combinent un ratio coût de R&D sur coût total du programme très élevé. Exemple type, les satellites. Exemple type, les satellites, il y a vous faites un satellite militaire d'observation, il n'y a qu'un satellite. Le coût de la R&D sur le coût du programme est très fort. C'est là qu'il faut investir parce que si vous ne le faites pas, ça ne se fera pas. Les avions de combat, ratio extraordinaire. Les missiles, bon, voilà. Ce sont des choses qui, si vous n'intervenez pas sur la R&D en allégeant le coût pour les États membres, l'investissement ne se fera pas. Monsieur Buttifoker a posé des questions très, très intéressantes qui mériteraient de long développement sur la place de l'industrie et aussi où la Commission doit investir. L'industrie, écoutez, excusez-moi, c'est un peu comme le diable, il faut leur parler, mais avec une longue cuillère. Voilà, on a absolument besoin de parler avec l'industrie parce que, au fond, la recherche de défense, c'est l'articulation de ce dont les forces ont besoin avec ce qui est techniquement possible. Et seule l'industrie peut vous dire ce qui est techniquement possible.
Voilà. Donc il faut dialoguer avec l'industrie. Mais certainement pas leur donner un rôle de décision. Et je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas saturer. 1 minute. Oui, il faut dialoguer avec l'industrie, mais il ne faut pas la mettre en position de décider, parce que ce dont il s'agit, c'est d'autonomie stratégique, c'est de liberté, c'est de ça qu'il s'agit. Vous ferez de la défense, vous ne ferez pas de l'industrie de la défense. Merci.